De l'autre, l'universalisme islamique qui tire profit très habilement de notre religion des droits de l'homme pour protéger son opération d'occupation et de colonisation de portions du territoire français, qu'il transforme peu à peu, grâce au poids du nombre et de la loi religieuse, en enclave étrangère. En ce que l'écrivain algérien Boualem Sansal, qui a vu les islamistes en Algérie opérer ainsi dans les années 80, appelle des républiques islamiques en herbe. L'universalisme droit de l'homiste nous empêche de nous défendre au nom d'un individualisme borné qui ne voit pas que ce ne sont pas des individus qui sont en cause, mais des grandes masses, que ce sont des civilisations qui s'affrontent sur notre sol dans un combat millénaire et non pas des individus qui se côtoient dans le court laps de leur vie sur Terre. Ces soi-disant libéraux ont oublié la leçon d'un de leurs maîtres les plus réputés, Benjamin Constant, qui disait « Tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses. Un individu est libre parce qu'il n'a en face de lui que d'autres individus de même force. Dès qu'il entre dans une masse, il n'est plus libre. » Ces deux universalismes sont à la fois rivaux et complices. Le marché s'adapte à tout, tant qu'il peut faire du profit. Il a placé ses hommes à la tête de l'État pour utiliser son monopole de la contrainte légitime comme bras armé. Ainsi, l'État français, qui fut le génie bienveillant des populations françaises, qui le protégea des féodaux et des prédateurs étrangers, qui fit de ce peuple rassemblé sur le territoire entre la Méditerranée et l'Atlantique, la grande nation, crainte dans toute l'Europe et le monde entier, est devenu, par un retournement incroyable, l'arme de destruction de la nation et de l'asservissement de son peuple, du remplacement de son peuple par un autre peuple, une autre civilisation. Ces deux universalismes, ces deux mondialismes sont deux totalitarismes. Puisque nos grandes consciences progressistes, puisque nos médias et jusqu'à notre président de la République lui-même aiment tant les années 30, on va leur en donner. On va faire une comparaison avec cette époque. Nous vivons sous le règne d'un nouveau pacte germano-soviétique. Nos deux totalitarismes s'allient pour nous détruire avant de s'entre-déchirer ensuite. C'est leur objectif commun, leur Graal. Au libéralisme droit de l'homiste, les métropoles. À l'islam, les banlieues. Les uns servent pour l'instant de domestiques aux autres. Livreurs de pizza, taxis, nounous, cuisine de restaurant et drogue. Les autres protègent leurs domestiques de leur pouvoir médiatique et judiciaire contre la détestation sourde de ce peuple français qu'ils vomissent, les uns et les autres, les uns parce qu'ils sont français et pas américains, les autres parce qu'ils sont de culture catholique et pas musulmans. De nombreux bons esprits ont comparé ces dernières années l'Union européenne à la défunte Union soviétique et l'arme monétaire de la BCE au char du pacte de Varsovie lancé au service de la doctrine Brejnev de la souveraineté limitée. On voit actuellement en Italie, en Angleterre, comment les parlements et les juges combattent avec une rare efficacité la volonté des peuples. Le droit et les procédures, soi-disant constitutionnelles, contre la liberté des peuples. On est revenu en plein dans les régimes qui se prétendaient eux aussi démocratie populaire. Quant à l'islam, nous avons l'embarras du choix. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. À la limite, beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. Quelques années plus tard, après-guerre, un autre totalitarisme, le communisme, menaçait. Et la même comparaison revint au goût du jour. Maxime Rodinson, un des plus grands spécialistes de l'islam, disait « c'est un communisme avec Dieu ». Toujours cette même comparaison, cette même obsession, diront certains. Alors je sais, on va m'accuser d'islamophobie, j'ai l'habitude. On sait tous que ce concept fumeux d'islamophobie a été inventé pour rendre impossible la critique de l'islam, pour rétablir la notion de blasphème au profit de la seule religion musulmane. Une notion de blasphème
Une notion de blasphème abolie, je le rappelle, en 1789. Mais les progressistes qui sacralisent la Révolution ne sont pas à une contradiction près et sont prêts à bazarder un de ses acquis pour protéger leur cher islam. Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques, mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables. L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras-bord de 2 milliards et plus en 2050. L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, 4 fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. 1 pour 4, le rapport s'est exactement inversé. À l'époque, le dynamisme démographique de notre continent a permis aux Blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les Indiens et les aborigènes, asservi les Africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs Indiens et leurs esclaves. C'est vous. À chaque vague démographique correspond son drapeau idéologique. La France du XVIIIe siècle, on l'appelle à l'époque la Chine de l'Europe, conquiert le continent avec les droits de l'homme. L'Angleterre du XIXe siècle victorien et ses 9 enfants par famille légitime son impérialisme par la supériorité raciale du WASP. Les Allemands de la fin du XIXe siècle inventent le pangermanisme déjà racialiste, puis le nazisme pour légitimer le poussée vitale vers l'Est. Cette fois-ci, le vitalisme démographique africain a un drapeau tout trouvé, l'islam. L'islam qui avait déjà été le drapeau de l'Orient contre la Grèce de l'Antiquité, le christianisme reprend du service. Oh, il n'a pas changé depuis le Moyen-Âge, il est prêt à l'emploi pour nous vaincre avec nos droits de l'homme et nous dominer avec sa charia, comme disait le prédicateur Al-Qaradawi. Nous sommes arrivés aujourd'hui au temps des conséquences et de l'irréparable, disait Drieux-La Rochelle dans les années 30. En France, comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés, je ne dis pas créés, mais aggravés par l'immigration. Écoles, logements, chômage, déficits sociaux, dette publique, ordre public, prison, qualification professionnelle, urgence aux hôpitaux, drogue. Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. C'est la double peine. Tous les économistes nous expliquent doctement que l'économie est d'abord une affaire de confiance. Or, le grand sociologue américain Robert Putnam a démontré que la confiance entre les gens diminuait au fur et à mesure que la société était moins homogène ethniquement et culturellement. Mais on continue à nous seriner que l'immigration est une richesse. Cherchez l'erreur. La question qui se pose donc à nous est la suivante. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération. Mais comment se battre? Où se battre? Sur quoi se battre? Se battre comme certains l'ont fait depuis des années courageusement avec les vieux mots de la République, la laïcité, l'intégration, l'ordre républicain. Malheureusement, ces mots n'ont plus de sens. Immigration, intégration, délinquance, incivilité, vivre ensemble et même assimilation, république, valeurs républicaines, état de droit, tout cela ne veut plus rien dire. Tout a été retourné, dévoyé, vidé de son sens. Les vieux socialistes comme Jaurès ou Blum n'appelaient plus République, ce que nous appelons aujourd'hui République. Tous ceux qui s'accrochent encore à ce vieux langage républicain sont aussi désuets que le fut Charles X, lorsqu'il voulut, à l'aube de son règne, rétablir le sacre d'antan à la manière de ses ancêtres, rois absolus. Il fut ridicule, car entre-temps, la Révolution et l'Empire avaient tout balayé. Les débats idéologiques contemporains sont comme les chansons d'aujourd'hui, des reprises des tubes des années 80. Laïcité ou liberté, intégration ou assimilation, droit d'asile, ouverture ou fermeture, ils ne correspondent plus à notre époque. Ces questions, ces débats sont dépassés, désuets, obsolètes. Des questions mortes qui errent encore comme les âmes mortes de Gogol. L'immigration, c'était naguère venir d'un pays étranger pour donner à ses enfants un destin français. Aujourd'hui, les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leurs héros,
leurs mœurs, leurs prénoms, leurs femmes qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre, c'est-à-dire vivre sous la domination des mœurs islamiques et du halal ou fuir. Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise, comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les Anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sacre et du sabre et du goupillon, en l'occurrence la calache et la djellaba. Il y a une continuité entre les vols, viols, trafics, jusqu'aux attentats de 2015, en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France. Ce sont les mêmes qui les commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les koufars, les infidèles. C'est le djihad partout, et le djihad pour tous et par tous. Tous les ministres de l'Intérieur, depuis 30 ans, jouent les matamors pour combattre les trafics de drogue dans les banlieues et prétendent restaurer l'ordre républicain. Ils ne comprennent pas que pour restaurer l'ordre républicain dans les quartiers, il faut d'abord ramener la France dans ses enclaves étrangères. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue. Les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan, immigration, intégration, assimilation, s'est substitué invasion, colonisation, occupation. J'aime la formule de Renaud Camus, entre vivre ensemble, il faut choisir. La question est donc aujourd'hui celle du peuple. Le peuple pour refaire une nation. Le peuple français contre les universalismes, qu'ils soient marchands ou islamiques. Le peuple français à la fois contre les cosmopolites citoyens du monde, qui se sentent plus proches des habitants de New York ou de Londres que de leurs compatriotes de Montélimar ou de Béziers, et le peuple français contre l'universalisme islamique, qui transforme Bobigny, Roubaix, Marseille en autant de républiques islamiques et qui brandit des drapeaux algériens ou palestiniens lorsque son équipe de football gagne, enfin son équipe de cœur, l'équipe du pays de parents, pas l'équipe de leur carte d'identité ou de leur carte vitale. Nous devons tout remettre sur ce pied. Nous devons tout remettre sur pied. Nous devons nous affranchir de la religion des droits de l'homme, puisqu'elle a oublié qu'elle s'adressait aussi aux citoyens. Lamartine écrivait dans l'histoire des Girondins, quand il y a contradiction entre des principes et la survie de la société, c'est que ces principes sont faux, car la société est la vérité suprême. Nous devons nous affranchir des pouvoirs de nos maîtres, médias, universités, juges. Nous devons restaurer la démocratie qui est le pouvoir du peuple contre la démocratie libérale qui est devenue le moyen, au nom de l'état de droit, d'entraver la volonté populaire. Nous devons abolir les lois liberticides qui, au nom de la non-discrimination, nous rendent étrangers dans nos propres pays. Nous devons au contraire partout remettre à l'honneur le principe de la préférence nationale qui n'est rien d'autre que le fondement d'une nation qui a une raison d'être, qui elle privilégie les siens au détriment des autres. Nous devons assumer notre conception de l'écologie, celle qui défend d'abord la beauté de nos paysages, de nos sites, de notre art de vivre, de notre culture, de notre civilisation. Bien sûr, nous devons être conservateurs et conservateurs de notre identité, mais que pouvons-nous conserver puisque tout a été détruit? Notre tâche est plus immense, presque désespérée. Nous devons restaurer. Je ne dis pas que la question de l'identité est la seule question qui nous soit posée. Je ne dis pas que l'économie n'existe pas, que la désindustrialisation n'existe pas, que les fins de mois difficiles n'existent pas, que les petites retraites n'existent pas, que le code du travail n'existe pas, que les délocalisations n'existent pas, que les contraintes et défauts de l'euro n'existent pas. Je prétends seulement que la question identitaire du peuple français les précède toutes, qu'elle préexiste à toutes, même à celle de la souveraineté. C'est une question de vie ou de mort. Une république islamique française pourrait être souveraine, en quoi serait-elle française? Cette question de l'identité est aussi la plus rassembleuse, car elle réunit les classes populaires et les classes moyennes, et même une partie de la bourgeoisie qui est restée attachée à son pays. Oui, elle réunit toutes les droites jusqu'à une gauche restée près du peuple français, sauf la gauche internationaliste et la droite mondialiste
qui est déjà passé chez les progressistes macronistes et pour qui la France n'existe plus, et pour qui importent seulement les villes dans le monde où sont localisées les banques qui gèrent son argent.